Économie le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, où est passé le Brésil triomphant des années 2000? Un tout petit 0,1% de croissance en 2014 contre 7,5% il y a 4 ans. Inflation, investissement, emploi, rien ne va plus ces derniers mois et la corruption ajoute à la défiance. Brasilia est engagé dans une course contre la montre avec la récession et nous ferons le point dans un instant en compagnie de Michael Gabay. Et puis quand un géant du mobilier s'invite dans les camps de réfugiés, Ikea et sa fondation fournit le HCR, des abris en kit, faciles à assembler, légers, durables et surtout pas chers, une solution idéale pour l'Irak ou l'Éthiopie. Coup de pub ou vraie solidarité, les images et les détails, ce sera tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'essentiel avant tout cela de l'actu économique internationale. Et d'abord, ces nouvelles peu rassurantes une fois de plus pour le Japon. Moins 3,4% pour la production industrielle en février. Et on s'attend à une nouvelle baisse de 2% en mars, avant certes un rebond le mois prochain de 3,5%. L'hiver en tout cas a donc été difficile pour l'archipel. Il s'agit du plus mauvais chiffre pour Tokyo depuis juin dernier. Un indice supplémentaire de la fragilité de la reprise nippone, un an quasiment après le relèvement de la TVA qui a plombé la demande intérieure, pilier, on le sait, de cette économie. En Asie toujours, elle fait décidément du bruit et de plus en plus. L'AIIB, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, lancée par la Chine, elle se pose, on le rappelle, en concurrente directe de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement, qui sont sous forte influence de Washington. Alors la Corée du Sud a annoncé ce lundi, vous le voyez, son intention de prendre entre 4 et 5% du capital de la nouvelle institution. L'ambition de Séoul, faire partie des pays fondateurs et peser à terme sur la gestion de la banque. Après une étroite consultation entre les ministères concernés, le gouvernement a décidé de rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, en tant que membre fondateur. Nous avons informé les autorités chinoises de cette décision. Le gouvernement fera des efforts en coopération avec les principaux pays pour aider l'AIIB à atteindre un niveau élevé pour ses normes, dans les domaines de la responsabilité, de la transparence, de la structure de gouvernance et de la viabilité de la dette. Et samedi, c'est l'Australie, la Russie et les Pays-Bas qui avaient indiqué rejoindre l'AIIB. D'autres grandes puissances feront aussi partie du projet. France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse ou Brésil. Les dates limites pour les candidatures, ce sera demain, mardi. En Afrique, l'actualité est dominée bien sûr par les élections au Nigeria, 69 millions d'électeurs et annonce prévue sous haute tension ce lundi des résultats, même si globalement les opérations de vote se sont plutôt déroulées dans le calme ce week-end. Alors outre les enjeux sécuritaires avec Boko Haram, c'est bien sûr la gestion économique de la première économie d'Afrique qui est en jeu à l'heure où la chute des cours du pétrole menace la croissance du plus gros producteur du continent. Nous voulons tous un changement, c'est clair. Tout le monde le réclame, parce que la situation économique actuelle doit être sérieusement améliorée, sinon il y aura des troubles. Et c'est notre avenir à nous, les jeunes, qui est en jeu. Donc nous voulons que le futur président fasse le nécessaire. Il doit s'occuper de l'économie. Il devra examiner non seulement le cri du peuple, mais aussi s'assurer que l'intégrité du pays est bien respectée. Voilà, sachez que le géant pétrolier français Total vient de céder l'intégralité de sa participation dans un projet pétrolier en cours de développement au Nigeria à une société locale pour un montant de 569 millions de dollars. Un mot en Europe de la Grèce. Le groupe de Bruxelles, constitué des créanciers d'Athènes, examinait ce week-end les propositions de réforme du gouvernement de Tsipras en vue d'obtenir la dernière tranche d'une aide financière vitale pour Athènes, environ 7 milliards d'euros. Les réunions s'achevaient ce lundi. Alexis Tsipras devait, lui, faire un état des lieux devant son Parlement ce soir. Mais à l'ouverture de cette semaine décisive, les désaccords subsistent. Affaire donc à suivre, d'autant que l'euro reculait à nouveau à la mi-journée face au dollar en raison notamment des craintes justement sur la Grèce. En bref, George Soros prêt à mettre la main au portefeuille pour aider une Ukraine au bord de la faillite. Le financier américain pourrait investir 1 milliard de dollars dans l'agriculture et les infrastructures si les pays occidentaux s'engagent à soutenir Kiev. Alors il estime le besoin de financement du pays à 50 milliards de dollars. En bref aussi, la compagnie ferroviaire Thalys, qui relie la France à la Belgique et l'Allemagne aux Pays-Bas, devient ce mardi une entreprise ferroviaire de plein exercice, en charge non plus seulement des aspects commerciaux, mais aussi de l'exploitation de ces trains, indépendamment donc notamment de la SNCF. Et puis en Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a été reconnu coupable de corruption ce lundi par un tribunal de Jérusalem. Déjà condamné l'an dernier à 6 ans de prison pour une affaire de pots de vin, il est accusé cette fois d'avoir reçu des enveloppes de plusieurs milliers de dollars des mains d'un homme d'affaires américain, Maurice Talansky. La condamnation sera prononcée le 5 mai prochain.
Le tribunal a conclu aujourd'hui à l'unanimité que M. Olmert avait reçu des enveloppes conformément à ce que le tribunal avait statué antérieurement. Son comportement constitue un abus de confiance contre toute éthique. La confiance du peuple a été bafouée. M. Olmert s'est comporté en homme corrompu. Et notre premier dossier, qu'est-il donc arrivé au Brésil? Tout souriait au pays ces dernières années, y compris l'attribution de prestigieuses compétitions sportives, Coupe du Monde et JO. Mais les indicateurs ne suivent plus, 0,1% de croissance l'an dernier seulement, contre 7,5% en 2010. La récession est à l'horizon. Alors, nouvelle illustration de cette faiblesse avec les chiffres de l'investissement, moins 4,4% en 2014. C'est un vrai coup de fatigue qui semble parti pour durer. Anthony Lesme. Rio de Janeiro, un appartement de luxe avec une vue imprenable sur Copacabana, un rêve qui aujourd'hui peut devenir une réalité à moindre frais. En 5 mois, les prix de l'immobilier ont chuté de moitié, une situation qui illustre les difficultés du pays. Depuis le début de l'année, la monnaie locale a perdu 20% de sa valeur face au dollar, une chute amorcée fin 2013 lorsque la Fed a cessé de faire marcher la planche à billets et fait plonger dans l'incertitude les pays émergents. Une onde de choc qui se poursuit au Brésil, notamment avec la baisse du prix des matières premières et la fuite des capitaux. Depuis 3 mois, les investissements ont chuté de 4,4%. L'indicateur le plus bas en 2014 était celui de l'investissement. En raison de l'inflation, le crédit aux particuliers n'a pas augmenté. Les taux d'intérêt étaient également en hausse, de sorte que la consommation domestique a moins progressé en 2014 que les années précédentes. Tout cela a un effet sur le PIB. Si la croissance brésilienne en 2014 a été positive de 0,1%, une récession se profile pour l'année 2015. Une mauvaise nouvelle pour le budget de l'État dont le déficit courant s'est fortement détérioré ces derniers mois, atteignant 4,2% du PIB. Lutter contre l'évasion fiscale est devenue une des priorités retenues par l'administration brésilienne. 5,5 milliards de dollars auraient été détournés. Des conseillers ont été corrompus par certaines personnes. Ils ont effectivement vendu des avantages à un certain groupe de contribuables. Nous parlons de très grandes organisations qui payent des impôts, des énormes sommes d'argent et qui touchent de très nombreuses personnes physiques ou morales. Alors que l'affaire Petrobras ne cesse de défrayer l'actualité, ces nouvelles révélations continuent de fragiliser les milieux politiques et économiques. 70 entrepreneurs et compagnies financières sont en ce moment suspectés de détournement fiscal au Brésil. Les scandales qui ne manquent pas ces temps-ci. Alors comment le Brésil peut-il retrouver la voie de la croissance? On retrouve en ligne avec nous l'économiste Michael Gabay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, cette équation, on l'a dit, forte inflation, fort taux d'intérêt, ça nuit forcément à l'investissement. Cette chute de l'investissement, est-ce que c'est la mauvaise nouvelle de trop peut-être pour cette économie brésilienne? Ah oui, le Brésil vit une espèce de paradoxe économique en ce moment, une situation qu'on appelle la stagflation, c'est que d'un côté il y a de la stagnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance, et d'un autre côté il y a de l'inflation. Et pour lutter justement contre cette inflation galopante, elle est obligée, enfin la Banque centrale est obligée d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui nuit à la croissance. Donc c'est un espèce de cercle vicieux en fait dans lequel est rentré le Brésil. Plombé énormément d'une part par les scandales, d'autre part par la baisse flagrante du prix du pétrole. Le Brésil est un très grand producteur de pétrole. C'est évident que ce qui a fait la force du Brésil, c'est-à-dire la hausse des matières premières, la croissance mondiale, etc., à partir du moment où il y a eu un coup de frein et que le Brésil n'a pas su prendre justement la mesure de cette crise et se mettre à se trouver des rentrées alternatives à ces exportations historiques, on voit le contre-coup sur l'économie brésilienne. Alors on en parle aussi souvent, les scandales, Petrobras en tête forcément. Est-ce que le Brésil a échoué à assainir et finalement à moderniser son économie au cours de la période de forte croissance des années 2000 ? C'est un modèle d'après vous qui est fragile ? Alors de façon, on va dire, culturelle, entre guillemets, l'Amérique latine, c'est le foyer de grosses zones de corruption. Il y a eu beaucoup de juntes militaires, de coups d'État, etc. Et ce sont des mauvaises habitudes qui sont restées même dans les pays démocratiques. Petrobras, c'est un petit peu, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, le côté retentissant, le grand scandale qui fait un peu d'ombre peut-être à plein de petits scandales à la limite de la vie quotidienne. On peut penser par exemple, pour les choses qui sont plus connues, le problème des favelas au Brésil, qui est un problème chronique dans lequel la corruption, l'état de non-droit
règne dans d'immenses quartiers en périphérie de Rio de Janeiro. Alors justement, et le gouvernement fait pas ce qu'il faut. Est-ce qu'un autre facteur de risque peut-être pour le Brésil, c'est la grogne sociale avec ces temps-ci des destructions d'emplois en masse? Faut-il craindre d'après vous une éruption de la contestation qui commence d'ailleurs anti-Rousseff? On avait vu les prémices de cette contestation un petit peu avant le mondial. Rappelez-vous, il y a eu de grandes manifestations au Brésil. Justement, la grogne, on disait on s'occupe pas des gens et on met des milliards dans des stades pour les étrangers. Et donc voilà, c'est cette grogne-là qui a été un petit peu calmée par justement le Brésil et on va dire la ferveur du peuple brésilien pour le football. Merci beaucoup. Revient, surtout si Merci beaucoup, Michael Gabay. On a compris avec un vrai risque pour le Brésil. Merci Michael Gabay pour toutes ces explications. On s'intéresse à présent à cette initiative humanitaire. Elle émane cette fois d'une multinationale, Ikea, 3,5 milliards de bénéfices nets l'an dernier. Eh bien, Ikea qui a décidé de fournir le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU en abri, 30 000 exemplaires dans un premier temps, $1 100 l'unité. Alors pour le groupe suédois, l'idée, vous allez le voir, c'est d'offrir la même praticité que pour ces meubles en faveur cette fois des plus démunis. Johanna Citruc. Des meubles en kit, faciles à transporter, faciles à assembler et surtout bon marché. C'est la marque de fabrique d'IKEA. Le géant suédois du mobilier possède quelques 315 magasins dans le monde. Et son chiffre d'affaires frôle les 30 milliards d'euros. Le 27 mars dernier, c'est un nouveau défi que l'enseigne s'est lancé. Fournir au Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU 30 000 abris provisoires à assembler. Ce que vous voyez ici, c'est un prototype d'une maison à assembler. Elle est conçue de la même façon qu'une étagère Ikea pour être facile à transporter et ensuite être facile à construire. Ces abris sont conçus par Better Shelter, une entreprise à but non lucratif issue de la fondation Ikea. Destinés à héberger 5 personnes, ils sont tous équipés d'une lampe et d'un panneau solaire. Leur coût unitaire, un peu plus de 1 000 €. Ce panneau fournit de l'électricité pour obtenir de la lumière à l'intérieur et aussi de l'énergie. Les matériaux sont vraiment très légers, ils sont durables, ils assurent une isolation et ils s'intègrent parfaitement dans le cadre. Ils peuvent tenir jusqu'à 3 ans. Les livraisons devraient débuter cet été avec 10 000 exemplaires à destination des réfugiés en Irak. On compte actuellement plus de 50 millions de réfugiés dans le monde. Et Ikea qui entend doubler, voire tripler la production de ces abris sur les 3 prochaines années. Et le MediaWatch, c'est tout de suite. Et une revue de presse qui nous prouve que l'économie peut faire parfois bon ménage avec la littérature. Et c'est Léa Volbert qui nous le prouve. Bonjour Léa. Bonjour David. Avec un prix littéraire d'un genre un petit peu spécial. Exactement, c'est celui du meilleur livre d'actualité financière. C'est le prix Turgot, remporté cette année par Jacques Mistral, l'ancien conseiller de Michel Rocard pour son livre « Guerre et paix entre les monnaies ». Alors globalement, cet ouvrage démontre que la coopération internationale est la donnée essentielle pour relancer l'économie. Le prix Turgot, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle rapidement, c'est un prix qui existe depuis 1987, c'est donc la 28e édition cette année. Il a été créé par l'Association des anciens élèves de l'Institut de haute finance et il récompense donc chaque année un ouvrage, un auteur qui contribue à la pédagogie économique, qui rend donc tout simplement plus accessible certaines notions parfois assez obscures de l'économie. On a bien besoin de certains éclairages de temps en temps. Il a été donc remis ce prix mercredi dernier par le ministre des Finances Michel Sapin. Et alors que gagne le lauréat? Eh bien, il ne gagne rien, du moins rien dans l'immédiat. Les honneurs évidemment de la récompense, mais on le sait, comme tous les autres prix littéraires, eh bien, les ventes décollent très rapidement. Les tirages généralement entre 2000 et 3000 passe à 10 000 après la remise du prix. Donc quand même, donc il y a tout de même un intérêt économique. Et puis on passe Léa à une autre info, c'est la chute des ventes des cigarettes électroniques. Exactement, c'est la deuxième nouvelle, c'était trop beau pour être vrai. Combien de commerces de cigarettes électroniques, de vapotage, pour employer le terme ad hoc, combien donc de ces commerces ont poussé ces dernières années? Eh bien, on ne les compte plus. En 2010, ce marché qui ne représentait encore que 4 millions d'euros passe
passe à 275 millions d'euros en 2013. Alors on comprend bien entendu l'engouement autour de ce phénomène de l'e-cigarette, l'engouement des commerces. Seulement une fois l'attrait de la nouveauté passé, une fois l'effet de mode atténué, eh bien les ventes dégringolent et nous en sommes là. Le chiffre d'affaires du secteur a baissé de 30% au dernier trimestre, et sur les 10 millions de Français qui ont testé l'e-cigarette, l'e-cig, eh bien seulement un dixième ont poursuivi l'expérience. La faute, entre autres, à la législation qui va encore restreindre l'usage dans les lieux publics. Ouais, donc la fin du vapotage, bonne nouvelle sans doute pour les uns, on pense aux fabricants de tabac, moins bonne forcément pour les autres. Merci beaucoup Léa Volbert. Voilà, fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment l'immense défi de l'énergie en Inde. Restez avec nous, l'information continue.